Bienvenue sur Axis of Truth sur JNS. Pourquoi les démocrates veulent-ils faire campagne avec un homme qui a affirmé que l'Amérique méritait le 11 septembre? Je me demande sans cesse pourquoi, après que le Royaume-Uni a interdit l'entrée à l'activiste d'extrême gauche Hassan Piker, la moitié du Parti démocrate l'a aussitôt érigé en martyr. Mais parmi tous les acteurs de la politique américaine, pourquoi cette personne troublée fait-elle actuellement l'objet d'une enquête du gouvernement américain pour de possibles violations des sanctions après avoir voyagé à Cuba? Pourquoi est-ce lui que tant de politiciens démocrates se précipitent pour défendre? Pour rappel, voici qui est vraiment Hassan Piker. L'Amérique méritait le 11 septembre, mec. Je le dis. D'après ce que j'ai compris, les propriétaires là-bas choisissent simplement de ne pas louer leurs biens. Ouais, tuez-les. Tuez ces enfoirés et assassinez ces enfoirés dans la rue. Laissez les rues s'imbiber de leur putain de sang capitaliste, mec. Engels a écrit sur le concept de meurtre social. Et Brian Thompson, en tant que PDG de United Healthcare, était coupable d'un meurtre social massif. Les formes systématisées de violence. À cause de la douleur omniprésente que le système de santé privé avait créée pour l'Américain moyen. J'ai vu tellement de gens comprendre immédiatement pourquoi cette mort avait eu lieu. Et pourtant, de plus en plus, les candidats démocrates ne prennent pas leur distance avec Hassan Piker. Ils cherchent son soutien. Piker n'est pas juste un commentateur ordinaire ayant fait un mauvais commentaire il y a des années. Nous parlons d'une personne qui croit vraiment à la violence politique, qui pense qu'elle est justifiée, quelqu'un qui défend ouvertement des idéologies communistes et djihadistes. Eh bien, qui incarne lui-même des valeurs totalement opposées en Occident avec ses vêtements de luxe de créateur et ses gadgets capitalistes coûteux? Nous parlons d'une personne qui a défendu à plusieurs reprises le Hamas et a trouvé des excuses pour le Hamas, un groupe désigné comme terroriste par les États-Unis qui a enlevé et tué des dizaines d'Américains le 7 octobre. Comprendre le contexte historique de la résistance violente est important, mais aucun contexte ne justifie le meurtre de centaines d'adolescents. N'est-ce pas? Je pense que oui, exactement. Je pense qu'il y en a un, oui. Je pense qu'il est important de comprendre le contexte dans lequel la résistance violente a évolué, que ce soit le Hamas ou n'importe quel autre mouvement militant. Ce ne sont pas des monstres barbares, ce sont des atrocités horribles qu'ils ont commises, n'est-ce pas? Mais cela ne procède pas, vous savez, de tendances antisémites archaïques ou du désir de sortir et de commettre des viols de masse ou des actes similaires. Envahissant depuis la bande de Gaza en Israël. Oui. Penses-tu qu'il n'était pas motivé par l'antisémitisme, étant donné qu'il tuait des citoyens? Non, non. Non. C'est remarquable. Et quelqu'un qui a traité les Juifs orthodoxes de consanguins? Mais cela n'arrête pas les démocrates. Voyez ce qui s'est passé récemment dans le Michigan. Quelques semaines après l'attentat contre une synagogue dans le Michigan, Abdel El-Sayed, candidat démocrate au Sénat, est apparu aux côtés de Hassan Piker lors d'une campagne et a refusé de condamner ses propos passés choquants. Ensuite, Abdel El-Sayed est allé encore plus loin en participant à un podcast anti-israélien, excusant les propos pro-terroristes répétés de Piker et affirmant qu'ils étaient simplement sortis de leur contexte. Maintenant, je suis certaine que cela ne surprendrait absolument personne qu'Abdel El-Sayed ait également véhiculé des stéréotypes discriminatoires sur les Juifs, insinuant qu'ils auraient une sorte de pouvoir surnaturel sur le gouvernement américain. À la suite de l'attaque dans le Michigan, il a également réagi en condamnant l'attaque, mais aussi les attaques d'Israël au Liban, parce qu'apparemment cela a du sens. Condamner un conflit à des milliers de kilomètres sans aucun lien réel avec une attaque contre de simples enfants juifs américains dans une synagogue du Michigan, bien sûr. Et c'est la partie que j'ai vraiment du mal à comprendre. Si vous vous présentez au Sénat des États-Unis, pourquoi est-ce la personne que vous voulez pour vous présenter aux électeurs? Pourquoi est-ce le public que vous cherchez à atteindre? Si ce sont vos valeurs en tant que parti, vous ne représentez pas ce qu'était le Parti démocrate. Vous représentez un tiers-mondisme haineux envers l'Amérique qui est enraciné dans cette idéologie de victimisation djihadiste. Et malheureusement, ce schéma se répète actuellement chez de nombreux candidats démocrates. Regardez Marine Galindo au Texas. Heureusement, Maureen a déjà perdu l'élection, mais pas avant d'avoir publié une vidéo dans laquelle elle parlait de transformer un centre de détention pour immigrés en prison. Pour les sionistes américains, pas les Israéliens, pas les étrangers, les sionistes américains.
Quand je dis que je veux que des sionistes milliardaires soient en prison, cela ne veut pas dire que je veux que des juifs soient dans des camps d'internement. Alors pourquoi est-ce que je reçois tout un tas de menaces de mort et d'insultes venant de militants MAGA? En fait, je me rends compte que les partisans de MAGA et les sionistes juifs sont en fait les mêmes personnes. Ils parlent exactement de la même façon et c'est parce que MAGA est le sionisme chrétien en développement. C'est ainsi qu'ils veulent créer un État religieux aux États-Unis d'Amérique à travers MAGA. C'est d'ailleurs le but du sionisme, créer ces États religieux suprémacistes blancs. Donc, peu importe ta religion, si tu es sioniste, c'est-à-dire que tu crois que tu as simplement droit à une terre ou que quelqu'un a simplement droit à une terre basée sur des croyances religieuses et que tu es prêt à tuer tous les sémites pour cela, alors oui, je pense que tu es dangereux pour l'humanité et que tu devrais être en prison. Ce n'est pas un débat sur la politique israélienne, mais quelqu'un veut punir les Américains défendant les droits civiques des Juifs. Pourtant, cela persiste. Les candidats démocrates disent quelque chose d'extrêmement antisémite ou quelque chose qui aurait été universellement considéré comme anti-juif il y a seulement quelques années. Pourtant, au lieu d'être exclu en tant que candidat, le Parti démocrate, qui a récemment été envahi par les socialistes démocrates d'Amérique, trouve des excuses à cela. Mais la situation empire encore. Regardez Adam Hamaoui, candidat démocrate au Congrès dans le New Jersey, qui vient de gagner sa primaire. Ce n'est pas seulement un extrémiste de gauche, il a aussi de vrais liens avec le terrorisme. Il était un proche allié d'Omar Abdelrahman, le cheikh aveugle, qui a ensuite été condamné en lien avec l'attentat de 1993 contre le World Trade Center. Il a voyagé avec lui, servi d'interprète et été témoin de la défense à son procès pour complot terroriste. En 1994, il a aussi fait du bénévolat pour un groupe affilié à Al-Qaïda en Bosnie. Et puis en 2024, Hamaoui a fait du bénévolat dans un hôpital de Gaza, sous lequel le dirigeant du Hamas, Mohamed Sinwar, se cachait. Bien sûr, Hamaoui a affirmé qu'il n'y avait rien de suspect concernant l'hôpital et qu'Israël visait des civils. Il soutient aussi un embargo sur les armes contre Israël et s'est opposé au financement du dôme de fer. Hamaoui est l'un des exemples les plus extrêmes, et pourtant il n'est qu'un parmi de nombreux candidats démocrates ayant tenu des propos sérieusement troublants et affichant un passé d'association et de discours dangereux et extrémistes. Il y a aussi Kawas, candidate au Sénat de l'État de New York, a affirmé que le 11 septembre résulte du colonialisme américain. Il y a Graham Plattner, candidat au Sénat américain, qui a littéralement un tatouage nazi, ce qui apparemment ne pose plus aucun problème aux démocrates. Et puis, il y a Daria Lisa Avila Chevalier, candidate au Congrès américain, une autre candidate du DSA qui a participé aux manifestations anti-israéliennes à New York le 8 octobre 2023. La triste réalité, c'est que des positions qui existaient autrefois, principalement dans des milieux militants marginaux, apparaissent maintenant dans des élections au Congrès à travers tout le pays. Même les démocrates commencent à l'admettre. Mallory McMorrow, une candidate démocrate au Sénat dans le Michigan, a été interrogée pour savoir si le Parti démocrate avait un problème d'antisémitisme. Et sa réponse a été un oui sans équivoque. En fait, sa propre famille en a été victime. Son mari, qui est juif, s'est fait hurler dessus avec une insulte antisémite alors qu'il promenait leur fille de 5 ans dehors. Voilà une démocrate qui décrit ce qu'elle a vécu de ses propres yeux. Y a-t-il un problème d'antisémitisme au sein du Parti démocrate? Mademoiselle McMorrow, oui, il y en a un. Lors de la convention démocrate, un participant a crié une insulte antisémite à mon mari, qui est juif, alors qu'il se promenait avec ma fille de 5 ans. C'est terrifiant. Donc, pourquoi les dirigeants du Parti démocrate laissent-ils faire cela? Pourquoi agissent-ils comme si ceux qui prônent explicitement la violence politique étaient en fait une voix légitime de la génération Z et l'avenir du parti, comme Hazan Piker? Parce que je pense que cette question nous révèle quelque chose d'important sur ce qui se passe à l'intérieur du parti. Il y a quelques années, être vu avec quelqu'un affirmant que l'Amérique méritait le 11 septembre aurait été un suicide politique. Pourtant, aujourd'hui, une candidate au Sénat des États-Unis y voit une opportunité. Il y a quelques années, parler d'une prison pour les sionistes américains aurait mis fin à une campagne. Aujourd'hui, cela devient un autre cycle médiatique. Il y a quelques années, ces positions étaient réservées à un petit groupe d'activistes. Aujourd'hui, elles représentent l'avenir du Parti démocrate, ce qui soulève la question « Où diable est la gauche ?» Où sont les démocrates qui aiment les États-Unis, qui pensent que l'antisémitisme devrait être disqualifiant, qu'ils viennent de la droite ou de la gauche, qui comprennent qu'on peut soutenir les droits humains sans chercher d'excuses au Hamas, qui ne soutiennent pas les radicaux qui brûlent des drapeaux américains?
car ses opinions ne devraient avoir leur place ni à gauche ni à droite. Une démocratie saine nécessite des désaccords, elle nécessite des débats. Elle exige que des personnes ayant des idées différentes débattent de bonne foi, parce qu'elles veulent au final que le pays réussisse, et non pas parce qu'un camp veut le détruire au profit du djihadisme du tiers-monde. Hassan Piker déteste l'Amérique et ce n'est jamais ce qu'il a proposé. Il ne veut pas de solution. Son projet politique repose sur le fait de convaincre les gens que l'Amérique est le problème, que ses institutions sont le problème, que les Juifs sont le problème, et que le pays lui-même doit subir une sorte de révolution communiste. Ce que je trouve le plus inquiétant, ce n'est pas qu'Hassan croit réellement à ces choses. Après tout, c'est un troll ignorant qui fait semblant d'avoir de la rigueur intellectuelle alors qu'il n'en a pas. Ce que je trouve réellement inquiétant, c'est que des politiciens cherchent maintenant à obtenir son soutien, à courtiser son public et à le traiter comme un allié crédible. C'est pourquoi je pense que l'interdiction britannique est une distraction qu'il tente d'utiliser à son avantage en s'en prenant aux Juifs. Voilà le vrai sujet. Un grand parti politique américain accueille désormais des personnes autrefois jugées politiquement toxiques. Récemment, tout cela visait désespérément à obtenir le soutien de la génération Z, la plus touchée par la subversion de la Chine, du Qatar, de la République islamique d'Iran et d'autres via les réseaux sociaux. Si le parti ne peut pas affronter ce problème honnêtement, cela empirera. Sacrifier les valeurs américaines et la capacité de débattre de manière civilisée avec l'objectif commun d'améliorer le pays est une valeur américaine et une tradition qui mérite d'être défendue. Le fait que les démocrates aient abandonné cela est un indicateur extrêmement préoccupant pour tout le pays. Mais ce refus d'affronter la réalité ne se limite pas à la politique intérieure. Pendant que les politiciens défendaient Hassan Piker cette semaine, des enquêteurs fédéraux mettaient au jour quelque chose d'aussi dangereux. Un réseau d'approvisionnement de la République islamique opérant via les États-Unis même. Et plus on creuse cette histoire, plus elle met en lumière une autre illusion à laquelle Washington refuse de renoncer depuis des décennies. Ils ne comprennent tout simplement pas. Cette semaine, le ministère de la Justice a annoncé l'arrestation de Jamshid Ghomi, un citoyen américano-iranien résidant à Newport Coast, en Californie. Il est le PDG d'une entreprise technologique basée en Iran, et les procureurs fédéraux affirment qu'il a passé des années à acquérir du matériel de réseau, de sécurité et de cryptage d'origine américaine pour des clients en Iran, y compris ceux liés à l'appareil nucléaire et militaire du régime. En termes simples, l'accusation est que des technologies américaines sensibles étaient achetées aux États-Unis et transférées entre les mains de la République islamique, juste sous le nez des États-Unis d'Amérique. Cela fait suite à des arrestations similaires d'autres Irano-Américains récemment démasqués comme travaillant pour le régime. Et dans de nombreux cas, ils font cela depuis des années, ce qui démontre le même problème que nous continuons de voir encore et encore en Amérique. Cela fait suite à des arrestations similaires d'autres Irano-Américains récemment démasqués comme travaillant pour le régime. Dans de nombreux cas, ils agissent ainsi depuis des années, montrant le problème persistant de la politique américaine envers l'Iran, de la gauche à la droite. Washington peut repérer des parties du réseau du régime après les dégâts, arrêter des suspects, les accuser et publier un communiqué. Mais les États-Unis ont souvent montré qu'ils refusaient d'admettre que le régime n'est pas un gouvernement normal que l'on peut inciter à bien agir. Voilà pourquoi la politique américaine au Moyen-Orient échoue constamment. Premier exemple. Vous parlez du fils du guide suprême ? Eh bien, il en fait partie, oui. Il n'a pas été vu en public. Quel est son statut ? Lui avez-vous parlé directement ? Je crois vraiment qu'ils ont beaucoup de respect pour lui. Je l'ai constaté. Je veux dire, ils veulent obtenir son accord. Oui, président Trump. Pendant des décennies, les États-Unis ont tenté diverses versions de la même approche. Faire pression sur le régime, négocier avec le régime, sanctionner le régime, offrir au régime une voie de réintégration, chercher des modérés à l'intérieur du régime, puis faire semblant d'être surpris lorsque le régime utilise chaque opportunité pour survivre, se réarmer, réprimer son peuple et continuer à développer ses réseaux, que ce soit sous des administrations démocrates ou républicaines. L'affaire du ministère de la Justice en est un parfait exemple. Selon le ministère de la Justice, il ne s'agissait pas d'un achat ponctuel ou d'une petite infraction technique. Ghomi a exploité les systèmes financiers américains pendant des années via des sociétés écrans et des documents pour transférer du matériel contrôlé vers l'Iran. Cela devrait inquiéter Washington. Combien de réseaux similaires existent encore et combien de personnes alertent là-dessus depuis des années? Pourquoi l'Amérique ne réagit-elle qu'après que le régime en ait profité? L'article de la BBC apporte une nouvelle dimension en situant l'arrestation dans le contexte des tentatives du régime d'obtenir des technologies occidentales malgré les sanctions. Le régime ne considère pas les sanctions comme une raison d'arrêter, mais comme un obstacle à contourner. Si vous avez écouté les Iraniens, les Israéliens et les experts, rien de tout cela n'est surprenant. Ce qu'il est, c'est que Washington n'a toujours pas de stratégie adaptée à la réalité du régime.
On observe cela dans la nouvelle discussion sur les avoirs iraniens gelés annoncée dimanche. Reuters a indiqué que les États-Unis pourraient utiliser des fonds gelés pour aider les États arabes du Golfe Persique à réparer les dégâts des attaques du régime. Pourquoi l'argent destiné au peuple iranien financerait-il des réparations au lieu d'être pris sur les fonds du régime? Les États-Unis ont empêché Israël et les États arabes de réagir aux attaques du régime contre leurs alliés pour préserver les négociations. Mais dans cette région, cette inaction est perçue comme de la faiblesse. Les États-Unis n'affichent pas leur force en handicapant leurs alliés du Moyen-Orient face à ce régime. Ils veulent que les compensations viennent des fonds destinés à reconstruire l'Iran après la chute du régime. C'est une discussion légitime, mais pourquoi n'en parler que de celle-ci? Pourquoi ne discute-t-on pas sérieusement de l'utilisation des avoirs iraniens pour aider le peuple en Iran? Pourquoi n'existe-t-il pas de stratégie pour financer la communication, les fonds de grève, l'organisation syndicale, la documentation des crimes du régime et les infrastructures de l'opposition pour une vraie transition? C'est là que Donald Trump a été trop myope. Oui, il a été bien plus dur envers le régime que ses prédécesseurs et mérite d'être reconnu pour avoir compris leur dangerosité et que le JCPOA était une catastrophe. Dès le départ, j'ai signalé que l'administration cherchait une figure à la Dulce Rodriguez, issue de l'intérieur du régime, capable de gérer un changement sans vraiment bouleverser le système. Cependant, l'Iran diffère du Venezuela. La République islamique repose sur la répression interne et l'expansion révolutionnaire externe. Les Iraniens disent depuis des années que le système ne peut pas être réformé. Ils ne demandent pas une meilleure version de la République islamique. Ils veulent la fin de la République islamique, prêts à mourir pour cela, d'où l'importance de la question de Reza Pahlavi. Vous n'êtes pas obligé d'approuver toutes ces positions, mais toute analyse sérieuse de l'opposition iranienne doit admettre qu'il en est la figure d'opposition la plus connue et la plus plébiscitée en Iran comme à l'étranger. L'ignorer ou faire semblant qu'un membre du régime puisse être transformé en une figure de transition légitime n'est pas une stratégie sérieuse. C'est Washington qui pense savoir mieux que les personnes qui vivent sous ce régime depuis 47 ans. Ils ont tort, et c'est pour cela que l'expérience d'Israël compte. Israël comprend le Moyen-Orient d'une manière que les administrations américaines successives n'ont pas. Les États-Unis sont un pays souverain avec leurs propres intérêts. Israël met en garde depuis des décennies contre le régime iranien, ses ambitions nucléaires, ses réseaux de milices alliés menaçant les États-Unis, son infrastructure terroriste tuant des Américains et sa volonté d'exploiter chaque occasion diplomatique pour se reconstruire. Pourtant, les États-Unis continuent d'agir comme s'ils savaient mieux qu'Israël gérer le régime. C'est cela la folie. Dimanche, une ex-responsable du Mossad a reconnu qu'Israël avait un plan en plusieurs phases visant à affaiblir le régime et à créer les conditions de son effondrement. Une partie de ce plan était déjà en cours, mais le président Trump a soudainement arrêté la guerre, interrompant le processus. C'est aussi le président Trump qui a exigé qu'Israël cesse ses frappes lors de la guerre de 12 jours et demandé d'arrêter de frapper le Hezbollah au Liban. Le président Trump a également exigé qu'Israël arrête d'attaquer la République islamique en réponse à la plus récente salve de tirs et à la violation du cessez-le-feu. Ces mesures représentent un grand succès pour la République islamique, lui donnant l'impression de pouvoir dicter ce qui se passe dans d'autres pays souverains sur lesquels elle n'a même pas à se prononcer. Trump se présente comme le faiseur de deals, mais ces décisions prolongent le régime au détriment direct des populations de la région, qu'elles soient iraniennes, israéliennes ou arabes. Ces décisions prolongent la vie du régime au détriment des populations régionales, des Iraniens aux Israéliens et au monde arabe. Voilà le problème avec la vision du président Trump. Si vous cherchez à gérer le régime, vous chercherez toujours des accords, des portes de sortie, des pauses, des concessions. Si vous voulez éliminer ce régime et garantir qu'il ne menace plus les États-Unis, il faut une autre stratégie, centrée sur les populations et non le régime, ce que Washington ne comprend pas. Les États-Unis excellent à retrouver après coup des éléments de l'appareil du régime, suivre l'approvisionnement en armes, sanctionner des entreprises, arrêter des individus et geler des avoirs. Ils peuvent aussi viser des cibles en Iran. Cela ne répond pourtant pas à la question essentielle. Quel est l'objectif final? Si on vise un régime islamique affaibli, il faudra intervenir régulièrement, ce qui accentuera les violences régionales et ailleurs. Si l'objectif est une Amérique plus sûre et un monde meilleur sans l'entité la plus meurtrière de la région, alors laissez Israël faire ce que nous faisons de mieux. Ainsi, l'affaire du ministère de la Justice est essentielle, car elle ne concerne pas qu'un traître. C'est un rappel que le régime continue de s'adapter, de se développer et de saisir chaque occasion dans la société occidentale. La question est de savoir si Washington admettra enfin l'échec de sa gestion de ce régime, ou si nous continuerons encore 10 ans à faire semblant de croire que le prochain accord, sanction ou cessez-le-feu changera quelque chose.
Nous allons conclure cette semaine avec le bon, le mauvais et le pire, en commençant par le mauvais. Cette semaine, une responsable de l'ONU a admis, après des mois de rapports et d'indignation, que des allégations de violences sexuelles imputées aux forces de sécurité israéliennes étaient fausses. Pramila Paton, responsable onusienne du rapport ayant inscrit Israël sur la liste noire de l'ONU pour violences sexuelles avec le Hamas, a reconnu n'avoir jamais examiné elle-même les preuves et ne pas vouloir visiter les centres de détention même si l'occasion se présentait. Regardez. Ce n'est pas du ressort de mon bureau de procéder à une quelconque vérification. Avez-vous eu accès aux preuves mentionnées dans ce rapport? Je n'ai pas accès. Je veux dire, l'information est vérifiée avec une méthodologie de vérification et de documentation très rigoureuse. J'en suis simplement destinataire. Je compile ces informations et je les présente au secrétaire général. Je voulais juste savoir si vous l'aviez vu vous-même. Non, parce que ce n'est pas mon travail. Pendant toute ma mission, j'ai précisé que je ne visiterais pas les centres de détention, même si on me le proposait. Pourquoi ces allégations étaient-elles présentées au monde avant que la personne chargée de les présenter ait elle-même examiné les preuves? Par exemple, si vous êtes l'ONU et que vous allez inscrire un pays sur une liste noire pour certaines des accusations les plus graves qu'on puisse imaginer, je pense que vérifier les preuves devrait être la première étape. Surtout quand ces rapports font la une, influencent les gouvernements et attisent la haine contre les Juifs dans le monde. C'est pourquoi tant de personnes ont perdu la confiance qu'elles avaient dans les Nations unies, qui appliquent toujours un double standard à l'État d'Israël. Quand la personne réellement responsable de ce rapport admet qu'elle n'a pas examiné personnellement les preuves et qu'en plus elle a refusé de visiter les installations en question, je veux dire, comment peut-on croire quoi que ce soit de ce qu'ils disent? Une fois de plus, la réputation de l'ONU comme théâtre de l'absurde se confirme. Passons maintenant à la pire histoire du Canada qui a retenu mon attention cette semaine. Malheureusement, le pays ne manque pas d'histoires sordides dernièrement. Le chef de la chirurgie cardiaque de l'Hôpital général juif de Montréal a annoncé qu'il quitte le Québec après plus de 20 ans. La raison? La montée de la haine envers les Juifs au Canada. Il a déclaré qu'il n'a plus confiance. La montée de l'antisémitisme dans le système de santé n'est pas prise au sérieux, ce qui est d'autant plus inquiétant qu'il ne s'agit pas de politique, de réseaux sociaux ou d'une dispute sur un campus. Nous parlons d'un chirurgien cardiaque chevronné qui a passé des décennies à travailler dans la médecine canadienne et qui en est maintenant arrivé à la conclusion que la situation est si grave qu'il souhaite quitter le pays. Le Canada est dans une très mauvaise situation si cela touche sa communauté juive. Rien que ces 2 derniers jours, il y a eu 2 attaques différentes contre des synagogues canadiennes. Que se passe-t-il au Canada? Enfin, comme toujours, nous souhaitons finir sur une note positive avec notre belle histoire de la semaine. L'une des choses les plus intéressantes s'est produite après que les Iraniens ont retrouvé un peu d'accès à Internet, même limité, et ce qu'ils ont à dire est très révélateur. Ils ne sont pas en colère contre les États-Unis ou Israël pour avoir frappé le régime. Ils sont contrariés que les bombardements aient cessé. Alors que les propagandistes affirmaient à l'Occident que frapper l'Iran unirait le peuple au régime, les Iraniens adressaient un tout autre message au monde. Sont-ils prêts à l'entendre? Regardez. La triste réalité, c'est que les Iraniens pensent avoir besoin de cela pour se débarrasser du régime. Et ça, c'est vraiment une vision bien différente de ce que tant de soi-disant experts affirmaient. Vous vous souvenez quand ils ont passé des mois à déplorer qu'une attaque allait rassembler les Iraniens autour du drapeau? La vérité, c'est que pour rassembler autour du drapeau, il faut payer des manifestants pour soutenir le régime. Mais en tout cas, c'est évidemment doux amer, notre bonne nouvelle. C'est notre bonne nouvelle cette semaine parce que le peuple iranien n'en a pas fini avec ce régime. Et leur résilience face à ce qui ressemble à l'abandon du monde entier est quelque chose qui ne peut pas passer inaperçu. Alors nous sommes aux côtés de tout le peuple d'Iran. Continuez à tenir bon et nous continuerons à prendre la parole pour vous. Et c'est tout pour cette semaine dans Access of Truth. Si vous avez une info à me transmettre, contactez-moi sur les réseaux sociaux. Emily K. Schrader sur X ou Emily in Tel Aviv sur Instagram. À la semaine prochaine sur JNS.